En 1970, la Belgique entame les réformes qui feront du pays un État fédéral. De cette manière, on espère répondre aux revendications des Flamands, des Wallons et des Bruxellois qui se sont plus que jamais divisés au cours des années 50 et 60. 2 décennies de tensions et de crises, mais aussi 2 décennies de changements économiques et sociaux marqués par une croissance économique inédite, le baby-boom, la société de consommation et de gros changements dans les mentalités. Une transformation incarnée par l'Expo universelle de 1958 qui fait de la Belgique le centre du monde pendant plusieurs mois. Comment les crises politiques ont fracturé une Belgique en pleine croissance économique dans les années 50 et 60 ? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de 22 Belgique. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette série où je résume les grandes lignes de l'histoire de la Belgique depuis l'Antiquité. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment la Belgique fut chamboulée par la question royale après la Seconde Guerre mondiale et comment cette histoire avait accru les tensions entre le nord et le sud du pays. Et dans les années 50 et 60, la querelle entre néerlandophones et francophones va continuer d'empirer. Mais avant d'évoquer ces divisions, il faut comprendre les changements économiques et sociaux jamais vus en Belgique durant cette période. Les années 50 et 60, c'est en effet l'essentiel de l'époque qu'on a désigné plus tard sous l'appellation de Trente Glorieuses, soit cette période d'environ 30 années après la guerre où l'économie des pays d'Europe occidentale a connu une croissance économique phénoménale. Ainsi, de 1948 à 1973, la production nationale belge est en constante augmentation avec une croissance de 3% par an dans les années 50 et de près de 5% dans les années 60. C'est l'époque du baby-boom qui voit une hausse spectaculaire des naissances après la guerre. Le tout alors que le chômage est pratiquement inexistant, à peine plus de 2% dans les années 60. Alors les facteurs de cette croissance économique sont multiples. Il y a d'abord une grande stabilité monétaire au niveau mondial, les investissements du plan Marshall, la mise en place de l'État-providence, une taxation progressive des revenus et des dépenses publiques importantes, ainsi qu'une forte protection sociale. Et dans ce contexte, la société change très vite et les modes de consommation se multiplient. On commence alors à parler de société de consommation. Grâce à l'augmentation des revenus et de la production, des objets et un confort nous paraissant aujourd'hui souvent normaux se généralisent partout. Les automobiles sont chaque jour plus nombreux sur les routes. Et ce, alors que la Belgique se dote d'un des réseaux autoroutiers les plus denses au monde. Dans les intérieurs, les salles de bain se popularisent et de nouveaux équipements intègrent massivement les foyers, comme l'aspirateur ou la machine à laver. Il faut aussi compter sur la révolution des communications, car à côté des journaux qui sont lus par presque tout le monde, le nombre de postes radio est quant à lui multiplié par 5, tandis que les premières télévisions apparaissent dans les années 50 pour atteindre le chiffre de 1,5 million en 1965. Le temps libre est en augmentation et une part croissante de la population part en vacances à la côte belge ou en Ardennes, mais aussi, de plus en plus souvent, à l'étranger. Par ailleurs, on assiste à l'essor d'une culture jeune, comme en atteste l'attrait croissant pour la musique pop-rock et les énormes tirages de périodiques comme le journal de Spirou ou le journal de Tintin. On voit aussi un changement dans l'éducation, et il y a de plus en plus de personnes qui terminent leurs études secondaires et qui font ensuite des études universitaires. Et parmi ces personnes, il y a chaque année un peu plus de femmes. Mais l'égalité homme-femme est cependant encore loin d'être atteinte. Ainsi, en 1966, les ouvrières de la FN Herstal entament une grève qui va marquer la société belge, avec le célèbre slogan « À travail égal, salaire égal ». Toutefois, les choses progressent lentement. Ainsi, il faut attendre 1969 pour qu'on interdise le licenciement d'une femme enceinte. Et politiquement, si pour la première fois une femme devient ministre en 1965, la présence des femmes en politique reste encore très exceptionnelle. On le voit donc, tout n'est pas rose à cette époque, et tout le monde ne bénéficie pas à part égale des créations de richesses. Ainsi, en 1967, 10% de la population n'ont cependant pas accès au minimum vital, et ce, malgré un chômage très bas. D'ailleurs, le chômage est alors si bas que cela en devient presque un problème pour l'économie. Car alors que l'activité économique est en pleine expansion, on manque de main-d'œuvre. Raison pour laquelle l'État organise le recrutement de travailleurs immigrés. Déjà, dès la fin de la guerre, l'État avait organisé le recrutement de milliers de travailleurs italiens pour travailler dans les mines. Mais en 1956, une terrible catastrophe à la mine du bois du Casier tue 262 mineurs. Et parmi eux, une majorité d'Italiens. Le gouvernement italien estime alors que ses ressortissants ne sont plus en sécurité en Belgique, ce qui freine l'arrivée de travailleurs italiens. Suite à cela, le gouvernement belge se tourne vers d'autres pays pour trouver de la main-d'œuvre.
Et ainsi, des accords seront notamment signés avec l'Espagne, le Maroc et la Turquie, et des campagnes de recrutement seront menées pour faire venir des travailleurs de ces pays en Belgique. Comme les Italiens avant eux, ils auront des métiers éprouvants, des conditions de vie difficiles, et ils subiront de nombreuses discriminations. Pour conclure sur les transformations économiques et sociales de cette époque, il faut dire que la croissance économique n'est pas la même en Flandre et en Wallonie. Et c'est vraiment à cette époque qu'on commence à réaliser que c'est désormais la Flandre qui est devenue la région la plus riche du pays. C'est qu'après la guerre, la Flandre se développe de toutes parts. L'industrie chimique, le port d'Anvers ou encore les usines automobiles ne sont que quelques exemples d'une économie en plein essor. À l'inverse, en Wallonie, les industries minières et sidérurgiques, qui ont longtemps fait la richesse de la région, apparaissent désormais comme vieillissantes, voire complètement dépassées en ce qui concerne les mines, qui ferment progressivement dans les années 60. En plus de cette inversion du poids économique de la Flandre et de la Wallonie, il y a aussi une baisse de la natalité en Wallonie par rapport à la Flandre, qui fait que non seulement les Flamands deviennent plus riches, mais aussi encore plus nombreux. En 1958, un événement d'ampleur internationale va marquer la Belgique. Il s'agit de l'Exposition universelle de Bruxelles, la première au monde organisée depuis la fin de la guerre. Construite sur le site du Heysel, réunissant des pavillons de dizaines de pays, avec l'atomium comme pièce maîtresse, beaucoup de gens idéalisent souvent l'exposition de 1958 comme l'incarnation d'une Belgique rayonnante où l'on avait retrouvé confiance dans la modernité et l'avenir. Mais l'exposition universelle ne peut cependant camoufler bien longtemps les tensions internes en Belgique et les problèmes et les rivalités internationales de l'époque. C'est que les années 50 et 60 sont marquées par la guerre froide et la rivalité entre le bloc de l'Ouest autour des Américains et le bloc de l'Est autour des Soviétiques. Et la Belgique est alors nettement dans le camp américain, et Bruxelles devient même le siège de l'OTAN en 1967. Et d'autre part, c'est aussi à cette époque que la construction européenne se met en place. Et contrairement à ce qu'on pourrait parfois croire, ça n'a pas toujours été facile. Sans trop rentrer dans les détails, une première grande étape a lieu en 1952, avec la naissance de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui réunit la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, qu'on appelle souvent l'Europe des Six. Mais en 1954, l'Assemblée nationale française rejette le traité instituant une communauté de défense européenne, et l'idée d'une union politique de l'Europe semble morte. Toutefois, à l'initiative de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, l'idée européenne est relancée autour d'un projet économique qui prévoit la mise en place d'un marché commun. Et après de longues négociations, les pays de l'Europe des Six parviennent à un accord et signent les traités de Rome en 1957, qui instituent la Communauté économique européenne, la CEE, ainsi que l'Euratom, la Communauté européenne de l'énergie atomique. Et dès 1958, Bruxelles devient le siège de la Communauté économique européenne, ce qui vaudra bientôt à la ville le surnom de capitale de l'Europe, même si d'autres institutions siègent à Luxembourg ou à Strasbourg. À part ça, les années 50 et 60, c'est aussi la période de la fin de la domination européenne dans la plupart des colonies. Et cela va aussi concerner la colonie belge du Congo. Alors, j'ai pas le temps ici de revenir en détail sur ce qui s'est passé au moment de l'indépendance du Congo. Il faudrait un épisode qui soit dédié à cette question. Mais je peux néanmoins en dresser quelques éléments clés. D'abord, la Belgique ne s'était absolument pas préparée à l'indépendance du Congo. Ensuite, quand à la fin des années 1950, des mouvements congolais réclament l'indépendance et que des émeutes et des grèves sont durement réprimées, faisant de nombreux morts congolais, les autorités belges sont contraintes à la négociation. Et début 1960, une table ronde réunissant des Congolais et des Belges fixe l'indépendance au 30 juin 1960. Mais que ce soit au sein des dirigeants belges ou parmi le monde des affaires, beaucoup espèrent garder une mainmise sur les ressources du Congo et une influence sur l'ancienne colonie. Beaucoup de formules sont envisagées pour cela, mais toutes se heurtent à un moment à Patrice Lumumba. Élu Premier ministre en mai 1960, Lumumba entend bien que le Congo devienne vraiment indépendant. Et dans le contexte de la guerre froide, les Belges et les Américains craignent également que le Lumumba se rapproche de l'URSS. Dès lors, après l'indépendance du Congo du 30 juin, les autorités belges soutiennent la sécession du Katanga, la plus riche des provinces congolaises, tandis qu'avec le soutien des Américains et des Belges, le général Mobutu renverse Lumumba en septembre 1960. Lumumba finit par être transféré au Katanga, où il est froidement assassiné le 17 janvier 1961. Un assassinat dont plusieurs enquêtes ont depuis démontré l'implication des autorités belges de l'époque. Et finalement, après plusieurs rebondissements et de nouvelles effusions de sang dans les années qui suivent, c'est finalement le général Joseph Mobutu
qui prendra les rênes du Congo réunifié, faisant du pays une dictature pour des décennies. L'indépendance du Congo aura par ailleurs des conséquences sur la politique interne de la Belgique, où les tensions entre Wallons et Flamands s'aggravent. La première grosse crise qui va marquer la société belge est celle qu'on a surnommée la Deuxième Guerre scolaire. Et comme lors de la Première Guerre scolaire des années 1870-1880, la société belge est violemment divisée entre les socio-chrétiens, partisans de l'enseignement libre catholique, et d'autre part les socialistes et les libéraux, défenseurs eux d'un enseignement officiel et laïque. Alors aujourd'hui, on a du mal à imaginer la violence de cette opposition. Mais le terme de guerre scolaire est sans doute à peine exagéré, tant l'affaire a divisé la Belgique. Tout commence au début des années 50, quand le ministre social chrétien Pierre Harmel fait voter une série de subsides et des lois favorables à l'enseignement libre catholique. Des mesures qui déplaisent fortement aux socialistes et aux libéraux. Dès lors, quand ces derniers remportent les élections de 1954, ils forment une alliance qui revient sur les mesures du précédent gouvernement. Ainsi, Léo Collard, le nouveau ministre socialiste de l'instruction, mène une politique défavorable aux écoles catholiques. Et les subsides aux écoles libres catholiques sont réduits. Face à cela, les catholiques se mobilisent. Et à plusieurs reprises, des centaines de milliers de personnes convergent vers Bruxelles pour dire leur opposition aux lois portées par Léo Collard. Finalement, en 1958, ce sont cette fois les socialistes et les libéraux qui perdent les élections. Mais les socio-chrétiens n'ont pas une majorité suffisante pour gouverner seuls. Ce qui oblige dès lors à adopter un compromis sur la question scolaire qui portera le nom de pacte scolaire. Un fameux compromis à la belge. Sans trop rentrer dans les détails, disons que le pacte scolaire actait la distinction nette entre l'enseignement libre catholique et l'enseignement officiel. Un financement pour chaque type d'enseignement, un libre choix entre cours de morale et de religion dans les écoles officielles, et enfin la liberté pour les parents, ou plutôt le père de famille comme on disait alors, de choisir l'école de leur enfant. Avec le pacte scolaire, on obtient une certaine pacification de la société belge sur la question de l'école. Toutefois, ce conflit a aussi mis en avant la division entre une Flandre plus largement catholique et une Wallonie davantage attachée à des écoles sans religion. Un clivage nord-sud qui ne va pas tarder à ressurgir peu de temps après, quand va démarrer une grève qui va marquer à jamais la Belgique durant l'hiver 60-61. Les origines de cette grève sont à chercher dans la situation pas si glorieuse des finances belges en 1960. Déjà, il y a les conséquences de l'indépendance du Congo qui mettent à mal le budget de l'État qui ne pouvait plus compter sur les richesses du Congo. D'autre part, si l'économie belge était en pleine croissance, l'outil industriel, particulièrement en Wallonie, était vieillissant. Et ce, notamment parce que comme la Belgique avait été peu touchée par les destructions pendant la guerre, elle avait moins reçu d'argent du plan Marshall, ce qui empêcha l'industrie de se moderniser, contrairement à ce qui s'était fait dans beaucoup de régions voisines. Dans ce contexte, un gouvernement de droite réunissant catholiques et libéraux veut mettre en place des mesures d'austérité avec des augmentations d'impôts, des baisses des dépenses de l'État, un contrôle renforcé des chômeurs et des malades. L'ensemble de ces dispositions sont réunies alors sous l'appellation de loi unique. Une loi unique que les syndicats ne tardent pas à renommer la loi inique, ou encore la loi de malheur. Mais si le rejet de ces mesures d'austérité est important, le mouvement de grève qui va se déclencher en réaction sera beaucoup plus suivi en Wallonie que dans le reste du pays. Le 20 décembre 1960, le mouvement de grève est déclenché par la base des syndicats des grands centres industriels de Wallonie. Et rapidement, la grève gagne aussi Bruxelles et les zones industrielles d'Anvers et de Gand. Très vite, la situation prend une tournure insurrectionnelle, qui rappelle la question royale. Et l'armée est même mobilisée par le gouvernement. Toutefois, le travail finit par reprendre rapidement en Flandre et à Bruxelles, tandis que la grève continue en Wallonie. Le 6 janvier, des affrontements particulièrement violents ont même lieu à Liège, où 2 grévistes sont tués par la gendarmerie. Finalement, la loi unique est votée le 13 janvier, bien que certains secteurs demeurent en grève jusqu'à la fin janvier en Wallonie. Si la grève a donc touché le nord comme le sud, la durée prolongée de la grève en Wallonie fait aussi apparaître une fracture entre Flandre et Wallonie dans le monde syndical. Ainsi, si les grévistes n'ont donc pas obtenu le retrait de la loi unique, une idée apparaît toutefois à la faveur de la grève. Ce sont les revendications pour des réformes de structure et pour un système fédéral en Belgique où la Wallonie aurait une autonomie économique. Ce projet est porté par André Renard, dirigeant de la FGTB Wallonne et acteur essentiel de la grève. Pour André Renard, il faut non seulement procéder à des nationalisations, mais il faut aussi que la Wallonie puisse se doter de pouvoirs économiques autonomes, si elle veut pouvoir mener une politique conforme à ses intérêts, sans être soumise à ceux de la majorité flamande du pays.
La grève de l'hiver 60-61 a donc comme conséquence de relancer le mouvement wallon, et les idées de fédéralisme deviennent très populaires en Wallonie. Dans ce contexte, peu de temps avant son décès en 1962, André Renard quittera ainsi la FGTB pour fonder le mouvement populaire wallon qui va plaider pour l'autonomie économique de la Wallonie. Dès les années 60, le fossé semble donc se creuser sur les questions économiques entre flamands et wallons. Mais ce n'est pas tout, car les choses se compliquent aussi autour de la question des langues. Ainsi, en 1961 et 1962, deux immenses marches flamandes ont lieu à Bruxelles, à l'initiative de groupes flamands qui réclament plus d'avantages pour les néerlandophones de Bruxelles, mais aussi la fin du recensement linguistique. C'est que depuis la division de la Belgique en régions unilingues en 1932, un recensement détermine tous les 10 ans la langue majoritaire parlée par les habitants de chaque commune. Mais beaucoup de Flamands craignent ce qu'ils appellent la tache d'huile, à savoir la francisation progressive des communes de la périphérie de Bruxelles qui ferait reculer les frontières de la Flandre. C'est la raison pour laquelle ils exigent la fin du recensement linguistique et la fixation définitive de la frontière linguistique en Belgique. Le mouvement flamand obtient alors gain de cause, et la frontière linguistique est fixée définitivement fin 1962. Ce qui crée des mécontents. À Bruxelles, seule région bilingue, mais où l'on n'accepte pas d'être désormais enfermé dans le cadre restreint de 19 communes. Ainsi, bien que majoritairement francophones, 6 communes de la périphérie bruxelloise restent en Flandre, même si elles bénéficient de facilités qui permettent par exemple un enseignement primaire en français. Enfin, il y a aussi la question des Fourrons, territoire majoritairement francophone au nord de Liège, mais qui passe à la Flandre au terme d'un marchandage. Ces solutions ne conviendront cependant pas à tout le monde, et les Fourrons et les communes à facilité autour de Bruxelles continueront d'empoisonner la vie politique belge durant des décennies. La grande grève de l'hiver 60-61, les marches flamandes sur Bruxelles, la fixation de la frontière linguistique et l'affaire des Fourrons, tout cela aura donc largement contribué à embrouiller francophones et flamands. Mais en 1968, un nouveau coup dur va être porté à l'entente entre les Belges. C'est l'affaire de Louvain. Depuis l'indépendance de la Belgique, la ville de Louvain abritait la plus grande université catholique du pays. Bien que située en Flandre, l'université avait une section francophone à côté de la section néerlandophone. Or, avec la fixation définitive de la frontière linguistique en 1962, de plus en plus de Flamands n'acceptent pas la présence de cette université francophone, qui serait selon eux contraire à l'unilinguisme des régions. Dès lors, au début de 1968, quand la section francophone de l'université de Louvain annonce un plan d'extension de ses installations à Louvain, des groupes d'étudiants flamands protestent avec vigueur et exigent ni plus ni moins que le départ de la section francophone de Louvain. Sous le slogan de Wallen Buiten, soit les Wallons dehors, de nombreuses manifestations éclatent et dégénèrent souvent en affrontements avec les forces de l'ordre. Finalement, la crise entraîne le départ de la section francophone de Louvain et un accord sera trouvé pour qu'elle s'installe en Wallonie, où la nouvelle université catholique francophone sera à l'origine d'une nouvelle ville, Louvain-la-Neuve. Quoi qu'il en soit, l'affaire de Louvain aura marqué les esprits. En effet, elle aura fait tomber le gouvernement et de nouvelles élections sont donc convoquées. Et les résultats de ces élections reflètent bien les tensions croissantes entre les communautés et les régions en Belgique. D'abord, la crise de Louvain entraîne la division du Parti social-chrétien. La famille sociale chrétienne, principale force politique du pays depuis près d'un siècle, présente donc des listes différentes aux élections de 1968. Des élections qui marquent un recul de toutes les forces politiques traditionnelles. Alors qu'à l'inverse, on constate la poussée de partis qui défendent l'intérêt d'une communauté linguistique ou d'une région. Ainsi, en Flandre, la Volksunie, un parti nationaliste flamand, réalise une percée et obtient près de 10% des sièges. Et dans les années qui suivent, la Volksunie va alors s'affirmer comme une des forces politiques qui comptent au nord du pays. Une autre force politique qui monte, c'est le Rassemblement wallon, un parti qui prône le fédéralisme et qui obtient 6 sièges de députés. Enfin, à Bruxelles, une nouvelle force politique a vu le jour et s'affirme. C'est le FDF, le Front démocratique des francophones, qui prétend défendre les intérêts des francophones de Bruxelles et de sa périphérie, qu'il estime menacés par les Flamands et mal défendus par les Wallons. Et dans les décennies qui suivent, le FDF deviendra un des principaux partis bruxellois. Avec toutes ces crises, avec la percée des partis régionalistes, la Belgique unitaire, telle qu'elle existe depuis 1830, semble donc ne plus pouvoir survivre très longtemps. Et dès lors, après les élections de 1968, de nombreuses discussions ont lieu entre des représentants des grands partis. Et en 1970, une première réforme de l'État
va mener la Belgique sur la voie du fédéralisme. Ainsi, le 18 février 1970, le Premier ministre Gaston Eyskens prononce à la Chambre des représentants ces mots restés célèbres. L'État unitaire, tel que les lois le régissent encore, dans ses structures et dans son fonctionnement, est dépassé par les faits. Les communautés et les régions doivent prendre leur place dans les structures rénovées de l'État, mieux adaptées aux situations spécifiques du pays. Ou pour le dire plus simplement, selon une expression du même Gaston Eyskens, la Belgique de papa avait vécu. Avec la mise en place progressive d'un État fédéral à partir des années 70, c'est une toute autre Belgique qui va voir le jour. Un système qui a empêché la Belgique d'exploser totalement pour les uns, mais qui l'a rendue trop complexe pour les autres. En tout cas, alors que la Belgique sera balayée par la crise économique internationale à partir de 1973, et que des drames comme la catastrophe du Heysel ou les tueries du Brabant viendront endeuiller le pays, c'est peu à peu une nouvelle Belgique qui va émerger à la fin du XXe siècle. Mais tout cela, ce sera au programme du prochain épisode. Et si vous ne voulez pas le manquer, n'hésitez certainement pas à vous abonner et n'hésitez pas non plus à liker et à commenter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.